Alors, Monsieur Bouglet, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en cette fin d'après-midi. Pour vous Bonjour. présenter, merci. Vous êtes chef d'entreprise dans le secteur financier et culturel. Vous êtes également élu municipal sur la ville de Versailles. Et vous êtes surtout, et c'est surtout pour ça qu'on est particulièrement heureux de vous recevoir ce soir, expert en politique énergétique. Vous avez écrit de nombreuses tribunes et études sur le sujet. Vous avez notamment publié en 2019 un livre qui a eu beaucoup de retentissement, Éolienne, la face noire de la transition écologique, où vous démontiez l'illusion et l'escroquerie d'une politique fondée sur les éoliennes, qui sont ces merveilleuses fleurs métalliques qui s'intègrent si merveilleusement dans notre paysage, comme le vendent certaines associations que vous brocardez dans le livre. Et vous avez publié 2 ans plus tard, en 2021, Nucléaire, les vérités cachées, face à l'illusion des énergies renouvelables, où vous faites un plaidoyer pour le nucléaire, qui se présente pour vous comme une solution aux défis énergétiques et politiques auxquels notre pays est confronté. Et alors, l'IHT est une organisation qui développe une réflexion et un projet politique autour de la notion de souveraineté intégrale. Et on est particulièrement heureux pour ça de vous entendre, d'entendre votre analyse sur cette question de la souveraineté énergétique. Analyse très informée par toutes les études que vous avez pu faire sur le sujet. On vous écoute et puis on sera très heureux de vous poser des questions à l'issue de votre intervention. Écoutez, bonjour à tous. Merci de votre accueil et puis bonne université d'été pour tous les participants. Comme je vous l'ai dit, je vais faire un propos préalable d'environ 30 minutes, 30-35 minutes, et puis ensuite, je serai amené à répondre à vos questions. Vous avez bien fait de souligner mon activité professionnelle en préalable parce que rien me prédestinait à m'intéresser particulièrement aux questions énergétiques. Et c'est d'ailleurs une des particularités de la vie. Étant breton, peut-être que je suis amené comme les marins à aller au gré du vent. Et en tout cas, c'est le vent qui m'a amené devant vous aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, moi, je travaille dans le monde, je suis un spécialiste du droit et de la fiscalité du monde de l'art, de la culture, et je suis chef d'entreprise depuis 20 ans. Et c'est en restaurant une maison dans l'Orne que j'ai été confronté à un projet de 13 éoliennes qui était prévu à 800 mètres de chez moi. C'était de cela environ 14 ans, il y a 14 ans. Alors, à l'époque, en 2007-2008, on avait juste 8 ans d'installation d'éoliennes et il n'y en avait pas autant que il y en a aujourd'hui, soit construites, soit en projet. Et ce projet de centrale éolienne, à côté de chez moi, m'a lancé dans une première aventure qui avait d'ailleurs valu première intervention médiatique en 2011 dans Charlie Hebdo. Donc c'est assez amusant parce que à l'époque, le préfet de l'Orne était l'ancien patron des renseignements généraux et il avait pris avec beaucoup d'intérêt cet article sur la corruption dans l'éolien. Parce que j'avais constaté dans le projet de centrale éolienne, donc dans Normandie, que les éoliennes étaient entachées de prise illégale d'intérêt. C'est quoi la prise illégale d'intérêt? C'est le fait que l'élu mette des éoliennes sur ses terres ou sur les terres de sa famille et participe aux délibérations d'implantation. On était arrivé à un certain nombre de prises illégales d'intérêt et de plaintes. J'avais même rédigé un guide pour expliquer à mes camarades comment porter plainte pour prise illégale d'intérêt. Et à l'époque, le service central de prévention de la corruption, qui est une autorité du ministère de la Justice, a relevé dans son rapport d'activité de 2014 qu'il y avait un phénomène d'activité considérable de corruption ou du moins de prise illégale d'intérêt dans le domaine éolien. Ça a été, je dirais, une première bataille puisque à l'époque, plus de 250 plaintes pour prise illégale d'intérêt avaient été déposées par les résistants à la pollution éolienne, les écologistes qui luttent contre la pollution éolienne. Et de ce fait, le ministère de la Justice s'était saisi de ce dossier. C'était très important parce que les procureurs de la République recevaient les plaintes des écologistes et d'autre part recevaient un courrier du ministère de la Justice en vertu de l'article 40 alinéa l'article 40 du Code de procédure pénale qui oblige toute personne fonctionnaire qui a connaissance d'un délit d'avertir le procureur.
Les promoteurs éoliens à l'époque prennent le coup très très mal et envoient un courrier à l'Assemblée nationale pour faire modifier le délit de prise illégale d'intérêt, délit qui était à l'époque en cours de modification, en tout cas dans sa définition. Et ce courrier, dans le réseau anti-éolien, on a quand même beaucoup de monde. Je l'ai eu dans la journée. J'ai eu le courrier dans la journée, ce qui m'a permis de le transmettre à l'AFP et au Figaro, ce qui m'a permis d'obtenir des articles sur le drôle de courrier demandant la réforme du délit de prise illégale d'intérêt. Et donc, j'ai empêché cette réforme qui était sur le point d'aboutir, qui aurait conduit à la disparition des 250 plaintes en vertu de ce qu'on appelle la rétroactivité in missus en droit, qui est l'application de la loi pénale la plus douce. Si on changeait la définition du délit de prise illégale d'intérêt et que la définition était plus douce, eh bien, ça aurait conduit à l'annulation des 250 plaintes qui étaient en cours d'instruction. Alors là, j'avais gagné la partie. Quelques mois après, François Hollande a supprimé le service central de prévention de la corruption. C'était plus simple. On cassait le thermomètre pour éviter d'avoir à lutter contre cette imprégnation massive de corruption. Et puis, donc ça a été la première étape. Et puis après, la deuxième étape, je vais revenir après sur le processus qui m'amène devant vous. J'ai œuvré pour dénoncer le tarif de rachat des éoliennes en mer, des 6 premiers parcs éoliens en mer. Chaque parc entre Fécamp et Noirmoutier, entre le Tréport et Noirmoutier, à peu près 60 à 80 éoliennes pour chaque centrale éolienne. J'avais découvert que le prix de rachat de l'électricité était à 220 € le mégawattheure. 220 € le mégawattheure, à l'époque, le prix de marché de l'électricité était à 40-45 € le mégawattheure. La différence entre 220 € le mégawattheure et 45 était une subvention pour l'exploitant éolien. Autant vous dire que c'était une grosse aubaine, puisque ça représentait environ 40 milliards de subventions publiques attribuées aux exploitants éoliens pour obtenir un prix que rien ne justifiait. Donc, j'ai, en faisant un peu de lobbying, réussi à obtenir que le gouvernement dépose un amendement de renégociation. J'avais écrit un article en disant les éoliennes en mer ou le racket du siècle. Donc, ils avaient eu un peu peur parce que ça commençait à faire du bruit. Puis il commençait à y avoir d'autres personnes aussi parce que ce qui est passionnant dans ces affaires, c'est que vous écrivez des choses, vous êtes le premier, vous brisez la glace, et puis ensuite des personnes viennent s'associer à votre action, et ça c'est extrêmement bien, c'est très gratifiant. Et là, à ce moment-là, le gouvernement renégocie et il souhaitait renégocier très dur. Dans la presse de l'époque, on voit, c'est d'ailleurs écrit dans mon bouquin, j'en ai parlé, il voulait un tarif à 90 ou 100 € le mégawattheure. Et puis Nicolas Hulot a menacé de démissionner du ministère de l'écologie à l'époque. Et Macron a obtempéré, si je puis dire, et a accepté un grand tarif de négociation à 180 € le mégawattheure. On est passé de 220 à 180 € et il s'est enorgueilli dans la presse d'avoir obtenu quelques milliards d'économies qui, en fait, en réalité, étaient simplement une façon de redonner le cadeau en donnant le sentiment qu'il avait négocié. C'était le deuxième élément de mon combat. Et puis ensuite, il y a eu la commission d'enquête parlementaire qui a été ouverte à l'initiative du député Julien Aubert, député LR du Vaucluse, qui a ouvert une commission d'enquête en 2019 et qui m'a donné l'occasion de voir avec mon éditeur, donc les éditions du Rocher, qui est mon éditeur depuis cette époque-là, de dire, écoutez, il y a la commission d'enquête parlementaire qui va s'ouvrir. Donc, elle avait été décidée par le droit de tirage, parce que chaque groupe parlementaire a un droit de tirage qui lui permet d'avoir une commission d'enquête parlementaire par an. Et ce droit de tirage avait été attribué à cette commission sur les renouvelables, et donc les éoliennes et les panneaux solaires. Et donc, j'ai dit à mon éditeur, je pense que c'est le moment de rédiger un bouquin
dont on a fixé le nom à éolienne, la face noire de la transition écologique, qui va reprendre tous les enjeux et toute cette face noire de cette transition écologique. Donc, je l'ai publié. Ça a eu un succès vraiment phénoménal au moment de sa sortie. J'ai vraiment très, très bien vendu. Et ça s'est complètement arrêté du jour au lendemain en janvier 2020, parce que je l'ai sorti en octobre 2019, en raison du Covid, puisque, comme vous le savez, il n'était pas d'intérêt majeur. La vente de livres n'était pas un bien de nécessité. Et donc, les librairies étaient fermées et on ne pouvait pas vendre de livres. Et donc, ça a été un moment un peu détestable parce que, euh, en fait, il y a eu un vrai élan par rapport à mon livre. Donc, ça a bien arrangé les exploitants éoliens. Et puis, le combat a continué. On a financé avec une association qui s'appelle Documentaire et Vérité un documentaire qui s'appelle Du rêve aux réalités, que je vous incite à aller voir, qui a été financé par du crowdfunding et qui a été vu à 800 000 fois. Et en mai 2021, il y a eu donc une grosse opération et au moment des régionales qui était vraiment très très fort et on a mené une belle opération de communication avec la chance qu'on a eue de la tribune de Stéphane Bern dans le Figaro qui a vraiment contrebalancé les opérations de propagande de la filière éolienne. Et dans ce combat, je me suis dit qu'on ne pouvait pas comprendre la question de l'éolien si on ne comprenait pas pourquoi les exploitants éoliens nous disaient ah, vous préférez une centrale nucléaire. Parce que l'élément de langage de la filière éolienne, c'est de dire ben nous, on vous apporte une solution décarbonée et puis surtout de la lutte contre les sacro méchantes centrales nucléaires qui vont vous détruire la vie. Et donc, dans le cadre des conférences que je donnais à l'époque, j'ai constaté que de nombreuses fake news étaient données sur la filière nucléaire. Pourquoi? Parce que en fait, on a ce qu'on appelle dans le langage psychologique des biais cognitifs. On aura l'occasion d'y revenir. Et donc, il y a eu toute une série de biais cognitifs qui ont été installés dans l'état d'esprit de nos concitoyens, des enfants, à commencer par les enfants dans les écoles. Donc, de manière générale, on a utilisé les cheminées de refroidissement des centrales nucléaires comme pour un symbole de pollution, par exemple. Alors que d'ailleurs, la cheminée de centrale nucléaire n'est pas exclusive de la centrale nucléaire, est également utilisée pour les centrales au charbon ou au gaz, mais on en a fait un symbole. Alors que cette cheminée ne fait que rejeter de la vapeur d'eau. Et au travers de mes conférences, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de fausses informations et de méconnaissances du sujet. Et donc, je me suis dit, mais en fait, tous les biais cognitifs sur l'éolien qu'on a essayé d'imposer, au travers de cette image que vous avez évoquée, que j'aime beaucoup parce que sur le site internet de Greenpeace, Greenpeace nous dit les éoliennes comme un bouquet de fleurs pour la transition énergétique. On imagine la marguerite dans le cheveu de Greta Thunberg. Vous voyez, c'est joli, etc. Alors que ça fait 150 à 200 mètres de haut, maintenant 250 mètres de haut pour les éoliennes terrestres. Et face à ces biais cognitifs qui avaient été imposés depuis 15-20 ans, je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être des biais cognitifs qui ont été installés sur le nucléaire depuis 15-20 ans. Et en fait, nos concitoyens sont peut-être tout simplement victimes d'une opération psychologique de haute volée. Et donc, j'ai écrit ce livre, Nucléaire, les vérités cachées, d'ailleurs avec un titre volontairement ambigu, qui d'ailleurs est intéressant parce que nucléaire, les vérités cachées, on peut le lire dans un sens, c'est-à-dire les vérités cachées négatives, ou on peut le lire dans un sens, les nucléaires, les vérités cachées positives. Et je l'ai fait volontairement pour justement déconstruire ce mythe de ce qu'il y aurait un danger derrière le nucléaire. Et donc, Nucléaire, les vérités cachées est en fait un livre de déconstruction des biais cognitifs imposés par la filière éolienne. Et en rédigeant mon livre sur le nucléaire, je me suis rendu compte très rapidement qu'en réalité, nous étions dans une guerre
pour la souveraineté énergétique entre deux modèles différents. Le modèle allemand de l'Energiewende, qui suppose des éoliennes et l'installation d'éoliennes, dont l'Allemagne est leader, un des leaders mondiaux. D'ailleurs, la France avait abandonné toute filière éolienne puisqu'elle avait vendu Alstom et la filière éolienne d'Areva. Et donc, on avait une Allemagne qui avait cette industrie éolienne sur son sol, et on avait de l'autre côté la France avec son industrie nucléaire qui représente 400 000 emplois directs, indirects et induits, et qui est la troisième filière industrielle française. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, les opérations de dénigrement du nucléaire étaient totalement liées à des opérateurs dites ONG environnementales, qui ne sont pas des ONG environnementales, hein, on va y revenir peut-être dans vos questions, j'aurai l'occasion d'y revenir, qui n'ont de cesse depuis 20 ans que de mener des opérations de guerre économique contre le nucléaire pour imposer les éoliennes. Donc on avait un mouvement de dégradation du nucléaire français, rappelons-le, qui a été installé et développé avec le plan Messmer. Rappelons le plan Messmer. Pierre Messmer, Premier ministre au début des années 70, est obligé d'envisager la façon dont ils vont répondre au choc pétrolier qui est lié à la guerre du Kippour. En effet, la guerre du Kippour voit l'OPEP, voit Israël se faire attaquer par les pays arabes et voit les États-Unis défendre Israël. En quelques jours, la guerre du Kippour est gagnée, mais les pays de l'OPEP, en contrepartie, diminuent leur production de pétrole et augmentent les prix, ce qui fait que on a une explosion de la facture énergétique, et on se rend compte que le pétrole, qui depuis 100 ans avait eu un cours qui baissait, eh bien peut être une denrée rare. Et la France, qui est le pays créateur avec Pierre et Marie Curie et l'inventeur de la radioactivité, de toute cette comment dire toute cette filière qui est liée à l'uranium, in fine, eh bien, est un leader, constitue un leader, et Mesmer déploie le plan Mesmer avec la construction de 13 réacteurs nucléaires qui vont assurer la production de l'électricité en France pour justement diminuer la consommation de pétrole et de charbon nécessaires aux usines de centrales électriques. Ce ne sera pas 13 réacteurs nucléaires qui seront construits, ce sera en réalité 58 réacteurs et qui assureront 70 à 80% de la production électrique, avec une baisse immédiate dans le début des années 80 de la production de la facture électrique des Français, qui baisse de manière drastique. Dans mon livre sur le nucléaire, j'ai un graphique de l'INSEE très intéressant. On voit la baisse jusqu'à 2000 à peu près. Et là, on a la France qui a ce modèle-là et qui est très puissant, puisque l'essentiel de nos ressources électriques, alors on parle bien des ressources électriques, hein, pas des ressources énergétiques. Il faut savoir que l'électricité représente à peu près 25% de notre consommation d'énergie. Le reste, l'énergie, ça va être ce qu'on consomme dans les voitures, ce qu'on consomme dans les chauffages, dans les véhicules communs, les véhicules collectifs, enfin, l'énergie est plus large que l'électricité. Hein. L'électricité représente 25% de la consommation d'énergie. Mais la facture électrique des Français ou la facture des industries est essentielle, parce que en baissant le coût de la facture d'électricité, on baisse cette facture et on diminue l'inflation. Donc on lutte contre l'inflation et on rend nos industries compétitives, en particulier les industries liées aux engrais ou les industries agroalimentaires ou des industries de beaucoup plus fortes, de l'acier par exemple. De l'autre côté, l'Allemagne, elle, n'a pas eu à développer son nucléaire, mais c'est Gerhard Schröder, et qui est
Gerhard Schröder, qui est élu fin des années 90 et début des années 2000. Et lui, il promeut, parce qu'il y a eu un livre qui a été publié en début des années 80, qui s'appelle Energiewende, qui donc promeut le fait de diminuer la production, de la consommation d'énergie fossile et la production d'énergie nucléaire, et qu'un autre mode de croissance est possible avec les énergies renouvelables. Donc, par exemple, les moulins à vent, c'est-à-dire les éoliennes ou les panneaux solaires. Et Gerhard Schröder, il promulgue la loi EGE, qui est la loi de sortie du nucléaire en Allemagne, qui prévoit la fin du nucléaire. Et cette fin du nucléaire est d'ailleurs actée par Angela Merkel après Fukushima en 2011, parce que Angela était tout à fait mitigée sur cette question-là et elle était prête à abandonner la sortie du nucléaire. Et en fait, Fukushima a créé un traumatisme en Allemagne et ils ont décidé la sortie du nucléaire avec la fin en 2022. Et donc, d'ailleurs, les 3 derniers réacteurs nucléaires en Allemagne ont été arrêtés le 15 avril 2022. Nous y reviendrons. Mais le modèle allemand, donc, c'est sortie du nucléaire et développement des renouvelables. Donc, début des années 2000, Gerhard Schröder met en place la loi de subvention des éoliennes et la loi qui prévoit la priorité de réseau, c'est-à-dire que l'électricité d'origine éolienne est prioritaire dans le réseau électrique. En même temps, au même moment, en France, on a la gauche plurielle avec Lionel Jospin et Dominique Voynet comme ministre de l'Environnement et puis Cochet. Et en 2001, Cochet prévoit exactement la même loi qu'a fait en Allemagne, c'est-à-dire la subvention de l'achat de l'électricité d'origine éolienne, subvention à 91 € le mégawattheure, prix garanti, quelle que soit la production d'électricité, et la priorité de réseau. C'est important la priorité de réseau parce que s'il n'y avait pas de priorité de réseau, l'électricité d'origine éolienne n'intégrerait jamais le réseau en réalité. Il suffit juste de couper dans la loi la priorité de réseau et je peux vous garantir qu'il n'y a plus d'électricité éolienne en France, indépendamment des subventions. Ensuite, donc 2 modèles, mais comme il ne vous aura pas échappé, l'éolien est intermittent. Ça ne fonctionne que lorsqu'il y a du vent, pareil pour le solaire, que lorsqu'il y a du soleil. Et cette intermittence se calcule avec ce qu'on appelle le facteur de charge. Le facteur de charge, c'est quoi? C'est la comparaison entre la production réelle d'une éolienne, on va dire de l'ensemble des éoliennes françaises, par rapport à leur capacité maximale de production. Comment on calcule la capacité maximale de production? On prend la puissance d'une éolienne. Une éolienne, en moyenne, c'est 2 mégawatts. Et on multiplie par le nombre d'heures dans l'année, 8760. Et on a un nombre de mégawattheures théoriques. Ce nombre de mégawattheures théoriques fixe la production qu'auraient dû réaliser les éoliennes si elles avaient fonctionné les 8760 heures à la puissance maximale de 2 mégawatts. Et on compare par rapport à la production réelle. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de ne jamais dire une éolienne ne fonctionne que 25% du temps. Parce que les exploitants éoliens jouent sur la confusion entre ce qu'une éolienne peut fonctionner 80% du temps, encore que on voit beaucoup d'éoliennes qui ne tournent pas, et le pourcentage du facteur de charge. Le facteur de charge, selon les chiffres officiels, en 2022, des éoliennes françaises a été de 21,6%. À titre de comparaison, c'est comme si on avait une usine de voitures qui était capable de produire 100 voitures dans l'année et qui a fonctionné pendant toute l'année et a en fait produit que 21 voitures et 0,6 du début d'une voiture. Donc, je suis pas sûr que les actionnaires de l'industrie en question et de l'entreprise seraient très satisfaits de la rentabilité de cette usine. Mais passons. Cette intermittence conduit à une chose importante, c'est que quand il n'y a pas de vent, le système électrique qui fonctionne doit fonctionner tout le temps, de manière cohérente.
Et donc, on est obligé d'intégrer dans le réseau de l'électricité de centrales électriques beaucoup plus malléables et beaucoup plus faciles à manier. Et ça ne peut fonctionner que par des centrales aux énergies fossiles, c'est-à-dire des centrales au gaz, des centrales au pétrole ou des centrales au charbon. Et en Allemagne, comme ils développaient beaucoup d'électricité avec les centrales au charbon, eh bien, Gerhard Schröder a négocié avec Poutine pour faire en sorte d'avoir un approvisionnement direct de gaz russe entre la Russie et l'Allemagne. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir été donc le patron de l'Allemagne, Gerhard Schröder, a été nommé en Russie patron de Nord Stream, le gazoduc en construction dont, entre l'Allemagne du Nord et la Russie. Pourquoi? Parce que à l'époque, on commençait déjà à avoir des difficultés avec l'Ukraine, qui était le pays de transit du gaz russe, depuis les événements de la révolution orange et de la révolution de Maïdan. Donc, effectivement, ça intéressait les Allemands de percevoir du gaz parce que ça leur permettait d'éviter de consommer du charbon extrêmement polluant. Et donc, on ne peut pas comprendre le modèle Energiewende sans comprendre qu'en fait, le modèle d'Energiewende, c'est un modèle éolienne couplée au charbon et maintenant éolienne couplée au gaz. Et comme d'ailleurs l'Allemagne a quitté le nucléaire définitivement le 15 avril, puisqu'ils ont fermé les dernières centrales, ce qui est passionnant et très intéressant, c'est que comme l'Allemagne n'a plus le gaz de Poutine, puisqu'ils utilisaient beaucoup de gaz de Poutine, évidemment, eh bien, ils sont obligés d'utiliser massivement du charbon et de la lignite. Le problème, c'est que le charbon, c'est 1000 grammes de CO2 par kilowattheure produit. La lignite, c'est un charbon encore plus dégueulasse, c'est 1200 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Le gaz, c'est plus intéressant parce que c'est 500 grammes. Donc, vous voyez, comme préalablement, ils utilisaient du charbon, ça leur permettait de baisser drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais en face, la France n'émet que 4 grammes de CO2 par kilowattheure produit, puisque le nucléaire n'émet que 4 grammes de CO2 par kilowattheure produit, puisque le nucléaire n'a aucun rejet dans l'atmosphère, si ce n'est de la vapeur d'eau qui est issue d'un système de refroidissement des condenseurs dans un circuit du réacteur nucléaire. Et donc, on a deux modèles. Un modèle français qui est extrêmement vertueux, qui émet en moyenne 40 à 50 grammes de CO2 par kilowattheure produit, qui permet, avec les centrales nucléaires amorties depuis 20 ans, d'avoir une électricité très peu chère, permettant d'assurer une facture d'électricité peu élevée pour les Français et peu élevée pour les industries françaises, et décarbonée et non polluant. Et de l'autre côté, une Allemagne qui émet en moyenne par an 400 à 500 grammes de CO2 par kilowattheure produit, et un peu plus avec la guerre en Ukraine, puisque maintenant ils utilisent des centrales au charbon, donc on est plutôt à 500-550 grammes de CO2 par kilowattheure produit, qui est un modèle très polluant, parce que au-delà des émissions de CO2, si tant est que les émissions de CO2 soient un problème, il y a aussi les particules fines qui sont émises par les centrales au charbon, qui, je dirais, sont encore plus graves que les émissions de CO2, parce que les particules fines de centrales au charbon contiennent uranium, mercure, et sont extrêmement polluantes. L'OMS a fixé à peu près à 100 morts par térawattheure produit, ce qui fait environ, j'ai calculé depuis Fukushima, depuis la catastrophe de Fukushima, avec la production d'électricité d'origine charbonnière allemande, en Allemagne, l'Allemagne a causé à peu près 200 000 morts en vertu de son mix électrique, tandis que la France a très 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 peu de morts en vertu de son mix électrique, puisqu'on n'a pas de maladie pulmonaire du fait des émissions de charbon. Donc, nous avons deux modèles qui s'opposent. Un modèle extrêmement vertueux français, décarboné avec des factures pas chères, qui permet d'assurer la compétitivité, et un modèle
très très polluant, du mauvais élève de l'Union européenne, très polluant, très coûteux. Les factures électriques des Allemands sont 2 fois plus chères que celles des Français, avant-guerre. Et l'Allemagne ne veut pas, ne déteste le modèle français et veut tout faire pour imposer son modèle d'énergie Wind 2 en Europe. Et donc, elle mène depuis 15 ans, depuis 20 ans, des opérations de guerre économique contre la France pour détruire le nucléaire d'un côté, en faisant en sorte que on détruise l'image de nucléaire. Très récemment, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être vu l'école de guerre économique, et c'était pour les initiés déjà connu, qui a dévoilé le fait que des fondations allemandes financées par le gouvernement allemand menaient des opérations de guerre informationnelle sur le territoire français. Mais moi, j'ai découvert qu'il y avait un bureau de lobbying éolien au sein même des locaux du ministère de la Transition écologique et énergétique. Et par ailleurs, on voit bien que WWF ou Greenpeace sont financés soit par des pétroliers, soit par des organisations en lien avec l'Allemagne. Et donc, on a un modèle qui fait tout pour détruire le modèle vertueux français. Et d'ailleurs, lors de la commission d'enquête sur la souveraineté énergétique ouverte cette année, l'ancien patron d'EDF, Henri Proglio, a bien précisé que l'Allemagne a tout fait pour détruire EDF et ils y sont arrivés. Et l'autre moyen de détruire EDF, c'était l'obligation qu'EDF, sous prétexte de libéralisme du marché électrique, a à vendre à ses concurrents 25%, voire même plus, 120 TWh de sa production électrique amortie nucléaire, à prix cassé. C'est-à-dire que EDF est obligé de vendre à prix cassé, à prix bradé, son électricité nucléaire amortie à des concurrents allemands ou français, etc. Et donc perd toute solidité financière pour financer son nouveau nucléaire. Donc on a d'un côté une Allemagne menant des opérations stratégiques pour imposer son modèle en Europe d'énergie Wind 2, pour détruire EDF en affaiblissant financièrement EDF au travers du système de l'AREN, l'accès régulé au nucléaire historique. Et on a sur ces entrefaites, eh bien, la guerre en Ukraine qui déstabilise le système allemand et qui radicalise l'Allemagne. Et on se retrouve actuellement justement entre l'Allemagne et la France dans une guerre intra-européenne avec une Allemagne qui voulait dominer l'Europe avec son modèle d'énergie Wind 2 éolienne couplée au gaz d'origine russe, dont elle serait devenue le hub de distribution du gaz en Europe avec Nord Stream 1 et Nord Stream 2. On a de l'autre côté les États-Unis, mais je ne vais pas trop y revenir parce que je sors un livre à la rentrée qui s'appelle Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial où toutes ces questions seront abordées, donc je ne vais pas spoiler, comme vous dites les jeunes aujourd'hui, mon livre, mais dans tout état de cause, le modèle énergétique concurrentiel est très très fort entre le modèle allemand et le modèle français. Et au moment de la sortie de mon livre Nucléaire, les vérités cachées, la France n'avait pas fait ce revirement, cette disruption énergétique que j'ai appelée de mes voeux dans mon bouquin. Et je ne peux que me réjouir que au moment de la sortie de mon bouquin, Nucléaire, les vérités cachées, alors que les services de l'Élysée avaient évidemment le contenu de mon livre et avaient reçu un mois avant sa sortie les éléments, Emmanuel Macron, dans son plan d'investissement 2030, ait supprimé son chapitre 1 qui consistait à faire un développement des énergies renouvelables et les remplacer par le développement des petits réacteurs modulaires, intitulé en anglais Small Modular Reactor et en français Petit réacteur modulaire. Et cette disruption énergétique a d'ailleurs tout à fait été soulignée par le Allgemeine Frankfurter Zeitung, la correspondante allemande, qui a écrit un article tout à fait passionnant où elle parlait de la renaissance du nucléaire en France. Pour elle, elle voyait dans les annonces du plan d'investissement 2030 en 2021, elle voyait dans ces annonces d'Emmanuel Macron la relance du nucléaire qui ne s'est pas, qui ne s'est pas atténué jusqu'à aujourd'hui, à telle enseigne que aujourd'hui,
eh bien, il y a deux alliances dans l'Union européenne. L'alliance du nucléaire, menée par la France, avec même la Grande-Bretagne, qui veut développer son industrie nucléaire, et l'alliance Energiewende 2, menée par l'Allemagne, avec l'Autriche, le Danemark, l'Espagne, qui sont tous les pays investis dans l'industrie éolienne et qui font tout pour mettre des bâtons dans les roues du nucléaire français, qui pourrait tirer son épingle du jeu, notamment pour la constitution d'hydrogène, qui serait de l'hydrogène décarboné. Et cette guerre devient de plus en plus âpre et elle est au cœur de cette problématique de la souveraineté énergétique. Et ce combat va être un combat qui va se radicaliser, qui va être de plus en plus âpre, de plus en plus fort. Et on l'a vu cette semaine avec deux interventions. La première d'Agnès Pannier-Runacher, tout à fait excellente, et j'appelais moi une réplique suite à des provocations de membres du gouvernement allemand qui disaient la France doit investir dans les renouvelables, doit massivement investir dans les renouvelables. J'avais dit c'est bon, il faut une riposte. Les annonces des fondations allemandes qui finançaient des opérations de guerre économique en France nécessitaient une riposte. Et là, Agnès Pannier-Runacher l'a fait dans la presse allemande en disant arrêtez de nous empêcher de développer dans l'Union européenne notre modèle nucléaire, qui est un modèle vertueux. Du reste, vous êtes en train d'acheter et d'importer de l'électricité nucléaire et en même temps, vous êtes en train de critiquer notre nucléaire au niveau des directives européennes. On est là au cœur des enjeux et mes deux livres, Éolienne, la face noire de la transition écologique et Nucléaire, les vérités cachées, se répondent parfaitement dans cette guerre entre les deux modèles et la réponse et l'acte définitif sera à la rentrée avec mon livre Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial qui explique les enjeux géopolitiques de l'Europe au sein de la problématique de la guerre énergétique entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Merci beaucoup de votre attention. Bonjour Monsieur Bouglet, merci beaucoup pour votre intervention et merci beaucoup pour vos ouvrages aussi. Alors pour être tout à fait honnête, j'ai lu en détail celui sur le nucléaire, j'ai feuilleté celui sur les éoliennes, mais il est sur la liste de lecture. Alors une question que je voulais vous adresser, c'est que vous avez une approche, alors c'est très extrêmement salutaire et nécessaire, fondamental ce que vous faites, plutôt synchronique, c'est-à-dire que vous dévoilez, comme vous l'avez fait là, les différents aspects positifs et négatifs, je schématise bien sûr, à la fois des différents moyens de production électrique, l'éolien, le nucléaire, à la fois des mix énergétiques qui peuvent exister dans des pays, que ce soit dans l'Allemagne, dans la France, et puis on compare et puis on voit les incohérences. Néanmoins, vous n'êtes pas sans savoir ici que, enfin, alors on vous a menti, mais vous êtes devant une salle où il y a une centaine de personnes qui se revendiquent en partie d'une méthode d'analyse qui est le marxisme, qui conçoit l'histoire plus sur le temps long et qui essaye de penser en termes de diachronie. Et pour lequel un des moteurs du développement historique, si ce n'est le moteur, c'est la lutte des classes. Et je pense que c'est quelque chose qui s'applique particulièrement bien à l'histoire du développement, disons, des moyens de production électrique, puisque, et là je vais schématiser, mais quand on a une classe de travailleurs qui est organisée, qui sort de la Seconde Guerre mondiale, qui a le PCF qui fait 25%, ça donne le commissariat à l'énergie atomique, ça donne EDF, et puis ça donne la suite qu'on connaît avec le développement de l'hydraulique et puis du nucléaire. Et quand on a, disons, une classe plutôt faible et une bourgeoisie plutôt forte comme aujourd'hui, ça donne les éoliennes et une application pour savoir quand est-ce qu'il faut couper son radiateur électrique. Donc, je pense, est-ce que vous avez prévu de travailler plus sous cet angle du talon, etc. Bon, là, vous avez un peu répondu parce que vous venez de ressortir un bouquin, mais si j'ai bien compris, c'est plus sous l'angle géopolitique. Et puis, pour être tout à fait honnête, vous faites également des genèses, vous donnez des dates, vous analysez les enjeux financiers, mais plus contemporains. Vous remontez pas jusqu'à 45. Et je pense que là, il y a un enjeu fondamental. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, je vais faire mon autocritique parce que en même temps, cette analyse en termes de lutte de classe, non, mais on n'est pas chez les Mao, il n'y a pas de souci, mais ça pose un certain nombre de problèmes puisque effectivement elle se tient et en même temps la bourgeoisie actuelle, la classe dirigeante actuelle, disons, a d'énormes contradictions par rapport au nucléaire qui va se canaliser dans en même temps macronien de on ferme Fessenheim, mais en même temps on lance des centrales nucléaires ou en tout cas des projets de centrales nucléaires. Comment est-ce que vous expliquez ces contradictions actuelles et est-ce que vous nous suivez pour dire que tant qu'on se débarrassera pas de notre classe dirigeante, on se débarrassera pas des éoliennes non plus? Merci. Alors, votre question, elle est passionnante. Elle est essentielle. J'avais fait d'ailleurs une de mes premières conférences
au moment de la sortie de mon bouquin sur les éoliennes. C'était une conférence que j'ai faite à la librairie Tropique, qui est plutôt une librairie de gauche, voire d'ultra-gauche. Alors, il y a plusieurs notions que vous évoquez. D'abord, bon, moi je suis pas historien du marxisme ou des mouvements politiques de gauche, hein, donc vous m'excuserez mon absence de connaissance du sujet, mais par contre, il y a une chose qui pour moi est évidente et que j'ai vraiment découvert dans la rédaction du livre sur le nucléaire. C'est ce que vous venez de souligner. En fait, en quelque sorte, je me suis découvert une fibre gaulo-communiste, pour être très clair. Parce que, donc je suis un homme de droite, hein, je vous le cache pas, mais justement, et je suis allé récemment, d'ailleurs, dans des colloques organisés par des personnes proches du Parti communiste, et je pense qu'on ne mesure pas l'importance de cette question à l'aune de la gauche des avancées sociales. Alors, comme vous l'avez dit, j'évoque cette question un peu, c'est pas un bouquin d'histoire, hein, donc je viens dans le... C'est que, en fait, le Front populaire développe la fée électricité. D'ailleurs, Raoul Dufy, l'œuvre de Raoul Dufy, répond dans le bon de commande qu'ils font à l'œuvre de Raoul Dufy, la fée électricité, ils répondent au fait que l'électricité doit être un bien de commun, accessible à tous, de manière parfaitement égalitaire. Ça, c'est le Front populaire. C'est une avancée absolument considérable du Front populaire, cette électricité pour tous. Parce que, effectivement, quand actuellement on parle de sobriété énergétique, quand on parle de pénurie, en réalité, derrière cette idée-là, c'est bien l'idée de diminuer l'accès à l'énergie à la population et rendre l'énergie un bien de luxe qui ne soit pas accessible à tous. Parce que, in fine, quand on regarde bien cette crise énergétique, elle conduit à une explosion des factures d'énergie. Et donc, on demande au peuple, en fait, de diminuer sa consommation, sobriété, fin de l'abondance, pour bénéficier à cette classe, je dirais plus que bourgeoise, boboisante. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une tradition française issue des grands mouvements de lutte sociale pour l'accès légitime, je dis bien légitime, à l'électricité pour tous, développée par la nationalisation d'EDF par le Parti communiste après-guerre, puis au développement du nucléaire par le gaullisme, puis Pierre Messmer. Et c'est bien cette raison qui allie la droite et la gauche autour d'un projet commun, d'une part pour la gauche assurer au peuple un accès égalitaire à tous à l'électricité, je me répète, pour la droite permettre aux industries d'être compétitives et d'assurer la production. D'ailleurs, la gauche est assez aussi productiviste et industrialiste, entre guillemets, hein. Je ne sais pas si j'utilise des bons termes, mais pro-industrie, créateur d'emplois d'ailleurs, créateur d'emplois. Pour ça d'ailleurs que le Parti communiste est aussi pour une électricité abondante et pas chère. Et on voit bien que face à ce modèle-là, qui est le modèle français, on a un modèle extrêmement élitiste qui veut réduire l'électricité, qui veut réduire qui est décroissant. Et en fait, derrière, c'est évidemment le peuple qui souffre. C'est le peuple à qui on va créer ces pénuries d'électricité. Et donc, oui, je pense qu'il y a derrière tout ça un véritable combat entre ce que vous appelez la bourgeoisie dominante, mais c'est pas faux, hein, c'est à la fois une bourgeoisie de droite des beaux quartiers qui rejoint une bourgeoisie de gauche, hein, le macronisme, hein.
Le macronisme, c'est quoi? Je sais bien, j'habite Versailles, très macronisé, Versailles. C'est une alliance entre les bobos et les bourgeois cathos intéressés à leur argent. C'est ça qui est derrière, fondamentalement. Et, euh, et évidemment, c'est deux modèles complètement différents. Et c'est bien là-dessus et contre ce modèle-là qu'il faut se battre. L'éolienne, en fait, en quelque sorte, par son intermittence, par son côté, je crée de la pénurie parce que je n'ai de l'électricité qu'au moment où le vent tourne, crée une frustration à un bien commun qui est évident. Et oui, c'est une façon aussi d'assouvir le peuple. Ouais, je suis assez d'accord. Et donc, il faut évidemment revenir à un modèle traditionnel issu du gaulo-communisme. Mais ça, je laisse aux historiens le fait de faire cette histoire. Mais moi, en tout cas, dans ma vision, ma vision personnelle, c'est que je rejoins cette idée-là. D'une part, un accès à l'électricité pour tous de manière abondante, de manière égalitaire, de manière peu chère. Et ça, la seule manière, c'est de développer un modèle et un plan nucléaire que j'ai appelé le plan Mesmer 2, qui est le fait d'une relance du plan nucléaire qu'on a lancé dans les années 70 et qui a permis un enrichissement de tous les citoyens français. Voilà. Bonjour Monsieur Bouglet. Bonjour. Merci beaucoup pour votre conférence et merci beaucoup pour la réponse très intéressante à la question de mon camarade précédent. Contrairement à lui, je n'ai malheureusement pas encore lu vos ouvrages, donc pour ma question, je me base uniquement sur ce que vous venez de dire dans les 40 dernières minutes. Sur ces sujets-là que vous abordez, les éoliennes, le nucléaire, l'énergie en général, une figure incontournable dans la sphère médiatique publique aujourd'hui et qu'il est devenu au cours des 15 dernières années, c'est Jean-Marc Jancovici, qui, lui, n'a pas, contrairement à vous, l'intégration de tous ces problèmes politiques à travers les questions qu'il traite, et a un point de vue scientiste sur la question. Est-ce que bien qu'il critique le modèle allemand éolien, bien qu'il critique les énergies renouvelables et qu'il se fasse un chantre du nucléaire, ce qui pourrait tendre en surface à aller dans votre sens, est-ce que vous êtes d'accord finalement avec une critique qu'on en fait nous de notre côté pour dire que cette personne est avant tout un vernis pour justifier de manière pseudo-technico-scientifique une décroissance forcée et subie, voire des politiques malthusiennes. C'est énorme. La question que vous posez, elle est considérable. C'est un point que je traite dans mon troisième opus. Alors, d'abord, la première chose que je pense, c'est que la décroissance, c'est la misère. Toute politique visant à réduire la production d'énergie ou à réduire la consommation, ça amène à la pauvreté. Tout l'essor de l'humanité a été associé à l'essor de l'énergie. Et plus il y avait d'énergie, plus il y avait du progrès. Et plus il y a du progrès, plus il y a du progrès social. Donc, incontestablement, réduire l'énergie, c'est réduire le progrès social. Et donc, le bien-être des Français. Voilà. Donc, moi, je suis absolument opposé. Et s'il y a un point de désaccord vraiment majeur que je pourrais avoir avec Jean-Marc Jancovici, c'est ce point-là. Il est décroissant, je ne le suis pas. Je dirais même que la décroissance est dangereuse, très dangereuse. Je suis un anti-décroissant. Affirmé, de plus en plus. Je suis en train de m'en rendre compte après la rédaction de mon second livre, mon troisième livre. Pourquoi? Parce que, d'abord, premièrement, c'est pas parce que nous, pays, on va dire on va arrêter de consommer de l'énergie ou on va faire en sorte de voir de la sobriété énergétique que le monde va s'arrêter de tourner.
Je veux dire, pendant que nous, on met des éoliennes soi-disant pour baisser le réchauffement climatique lié aux émissions de carbone, l'Allemagne n'a jamais autant émis de carbone avec ses centrales au charbon. Et on peut mettre quelques éoliennes par-ci par-là dans un souci de décarbonation. À côté des émissions de carbone de l'Allemagne, ça ne changera rien. Pourquoi ce serait à la France de faire un effort alors que la France est un des pays les plus décarbonés au monde grâce à ses réacteurs nucléaires? Il faut quand même arrêter le délire. Je veux dire, soit on est dans un élément mondial, et auquel cas, bah, c'est aux autres pays dans le monde de faire les efforts, mais c'est sûrement pas à la France, qui est le pays le plus vertueux, de faire ces efforts-là, premièrement. Deuxièmement, on est d'accord sur le nucléaire, sur ce point, on est tout à fait d'accord. Et c'est d'ailleurs assez étonnant. Sa position sur le nucléaire est étonnante. On peut se demander pourquoi il est pro-nucléaire et en même temps décroissant. Parce que justement, la vertu du nucléaire, c'est d'offrir une électricité décarbonée, puissante, pas chère, encore moins chère quand les réacteurs nucléaires sont amortis, et que cette abondance qui est offerte à tout le monde, bien sûr aux capitalistes, hein, elle sert aussi au peuple. Après, il y a aussi quelque chose de très important, c'est la différence de vision. J'ai été interviewé par un site lié à l'intelligence économique. Et voyez-vous, ce qui est très intéressant, c'est que moi, je ne suis pas du tout je ne suis pas. J'ai un bac C, j'ai un bac à l'époque, ça s'appelait un bac C, donc maths physique, mais je ne suis pas de formation supérieure. Je suis juriste. Moi, j'ai une formation supérieure de juriste. Donc, je ne suis pas ingénieur. Je ne suis pas dans une démarche scientifique. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, la décision politique n'est pas la résultante d'une équation mathématique. Je m'explique. C'est pas parce que vous allez dire X plus Y plus Z plus W égale B, j'ai raison, égale j'ai raison. La politique ne se réduit pas simplement à des calculs scientifiques. C'est d'ailleurs la critique que je ferai au rapport RTE qu'on nous balance à heure, toutes les heures en disant voilà, le rapport RTE a dit ça. Mais le rapport RTE, il est plein d'incohérences. D'abord, il est basé sur des évaluations. Et puis, en réalité, le travail intéressant que fait Jean-Marc Jancovici avec les shifters, j'ai repris une étude très intéressante qu'ils ont faite. Le calcul mathématique n'est pas la clé de la décision politique. Parce que la décision politique, moi je fais de la politique énergétique. Je fais pas de la science énergétique. J'écoute les scientifiques, j'écris sur la manière dont ça fonctionne, je le comprends parce que j'ai une formation scientifique de base. Donc je sais ce qu'un atome, je sais ce que c'est qu'une fission, je sais calculer un facteur de charge sans problématique. Et j'intègre toutes les données scientifiques, les données historiques que vous avez préalablement vues, les données sociologiques, les données géopolitiques. Aujourd'hui, c'est la géopolitique qui gouverne le monde, c'est pas la science. Ben, je veux dire, quand on va avoir, si on est susceptible de recevoir un missile de Russie, vous aurez fait tous les calculs mathématiques que vous voulez, il faut bien répondre à cette attaque. Quand il y a une guerre énergétique, il faut faire une réponse. Et ensuite, on prend tous les acteurs. Comment on finance avec les banquiers, avec les scientifiques pour calculer comment on construit les centrales nucléaires. En fait, le problème, c'est qu'on inverse la décision politique. Et d'ailleurs, cette vision-là, c'est la vision qui a abouti à ce qu'on tombe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a mis en place des technocrates, des ingénieurs qui ont considéré que parce qu'ils avaient fait un bon calcul mathématique, parce ils avaient eu 20 sur 20 à l'école, à l'ENA ou à Sciences Po, ils étaient bons. Ben non, ils sont mauvais. On le voit bien aujourd'hui quand même. Tout ce qui a été fait depuis 30 ans, c'est très très mauvais. Et pourtant, ça a été fait par des personnes. Vous voyez, et là-dessus, je pense qu'il faut être extrêmement attentif à ce point-là. Il faut intégrer toutes les variables. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Bonjour Monsieur Bouglet, merci beaucoup pour Je ne sais pas si vos j'ai répondu à la question de votre collègue. Il m'a pas répondu. Oui, désolé, j'ai passé la main directement au camarade, mais oui, vous avez complètement répondu et merci beaucoup pour cette excellente réponse. Donc rebonjour Monsieur Bouglet, merci beaucoup pour vos interventions. Donc j'ai pas encore eu la chance de lire vos différents ouvrages, mais j'espère pouvoir bientôt m'y atteler. J'aimerais bien que vous reveniez un peu sur le plan de développement du nucléaire qu'a annoncé Emmanuel Macron et dans quelle mesure en fait on peut prendre ces annonces au sérieux, euh, notamment du fait que d'après ce que vous nous dites, Macron accepte dans ses ministères en fait la présence du lobby pro-énergie renouvelable et anti-nucléaire, et que, en même temps, Macron n'est pas réputé pour son opposition à l'Allemagne. Il a plutôt tendance à être dans une forme de germanophilie, voire de germano-servilité. Voilà. Donc, j'aimerais bien savoir votre avis là-dessus. Merci. Alors, voilà ce qui s'est passé. Alors, vous savez, bon, j'ai la chance de. D'abord, je voudrais vous dire une chose. Moi, j'ai pas demandé à faire ce que je fais. Ça s'est imposé à moi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais pas vocation à écrire des livres sur l'énergie, hein. Il s'avère que dans ma vie, j'ai eu des rencontres, j'ai eu des relations, j'ai eu des contacts, et puis j'avais l'habitude, historiquement, d'avoir des contacts politiques depuis très jeune. Donc, j'ai des réseaux, enfin voilà. Donc, si vous voulez, j'ai la chance à la fois d'être auteur de livres qui ont fait bouger les lignes, je pense, et en même temps d'être acteur dans la relation avec des éléments gouvernementaux. Et donc, j'ai une finesse, c'est-à-dire que je sens les choses, vous voyez, parce que j'ai mes capteurs et donc j'ai des capteurs intuitifs. Donc, votre question, elle est excellente. Pourquoi? Parce que, en fait, la première chose, c'est que Emmanuel Macron a été dans le en même temps. Il a pensé, à tort, je pense, que il avait, avant que je lance mon bouquin, en octobre 2021, il avait une petite musique autour de lui qui parlait et qui évoquait la relance du nucléaire. On va dire que il voulait relancer le nucléaire après les élections présidentielles. Mais en fait, mes interventions, mon lobbying auprès de certains candidats à la présidentielle, le fait que certains candidats aient évoqué la relance du nucléaire, je pense par exemple au débat Éric Zemmour-Mélenchon, par exemple, où Éric Zemmour a évoqué cette question de relance du nucléaire, ce qui a contraint Macron de réagir. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que la journaliste de Allemagne, Frankfurter Zeitung, évoque le fait que les prises de position d'une certaine droite a conduit aussi Macron à aller plus vite dans sa décision d'accélérer le nucléaire. Donc, Macron, il voulait relancer le nucléaire après les élections présidentielles. En fait, j'ai réussi à installer la question du nucléaire dans le débat présidentiel. Donc, je lui ai fait anticiper de 6 mois. Et dans l'état d'esprit d'Emmanuel Macron, il n'avait pas compris que, en fait, l'opinion publique était en train de bouger. Mais l'opinion publique n'avait pas encore compris qu'elle allait peut-être être dans un problème de pénurie. Et en fait, la crise énergétique de 2021, couplée avec la guerre en Ukraine, a accéléré le processus de compréhension globale. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, pour imposer le nucléaire, il s'est dit, politiquement, il faut que je garde un peu mon aile politique écolo, et donc je vais maintenir les éoliennes. Mais c'est une erreur, mais c'est comme ça. Et en plus, ça lui permettait de faire plaisir à l'Allemagne. Donc, en fait, Emmanuel Macron, il a décidé de faire du en même temps nucléaire et éolienne pour plaire à son électorat écolo-bobo et pour plaire à l'Allemagne. Mais comme je l'avais annoncé dans mon bouquin sur le nucléaire, donc mon bouquin sur le nucléaire, chapitre 10, l'Allemagne a déclaré la guerre énergétique à la France. Guerre au nucléaire. J'annonçais tout ce qui est en train de se passer. C'est même moi qui ai annoncé le fait que l'Allemagne, en 2021, chez André Berkoff,
j'ai annoncé que l'Allemagne avait déclaré la guerre énergétique à la France. C'était bien en amont. Maintenant, elle est existante. Je crois que, en fait, déjà, il y a encore quelques mois avant les élections, on était dans éolien contre nucléaire pour remplacer le nucléaire. Maintenant, on est arrivé à éolien avec le nucléaire. Et maintenant, on est plus à un peu d'éolien avec le nucléaire. Maintenant, il faut que le gouvernement comprenne que c'est une erreur. Mais ils vont le comprendre puisque les Allemands, attendez, c'est quand même assez fou. Il y a les deux clubs au niveau de Bruxelles. Vous avez l'Alliance atomique du nucléaire avec la France, 16 pays dont la Grande-Bretagne, et l'Alliance renouvelable, une dizaine de pays. Et dans la logique de en même temps, Agnès Pannier-Runacher avait demandé à participer à la réunion de l'Alliance des renouvelables parce que la France développait les renouvelables. Et contre toute attente, alors qu'il était prévu que la France siège dans le club des renouvelables, la Suède, au dernier moment, a prévenu la France que la France n'était pas bienvenue à cette réunion du club des renouvelables. L'Allemagne et l'Autriche expliquant que, compte tenu de la politique nucléaire, pro-nucléaire de la France au niveau de la Commission européenne, eh bien, cette politique était une politique anti-renouvelable. Et bingo! Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'Allemagne, elle est contre le en même temps, parce que l'Allemagne considère que développer le nucléaire, c'est d'être anti-renouvelable. C'est vachement intéressant. Ça veut dire qu'elle considère que, en fait, la France, par la seule développement du nucléaire en même temps que l'éolien, en fait, elle est contre le renouvelable. Et donc, en réalité, ça n'est pas le gouvernement qui va prendre conscience que le en même temps est une illusion, c'est l'Allemagne et les pays du club des renouvelables qui vont acculer la France à se détacher du renouvelable par l'agressivité, la radicalité de l'Allemagne et des pays du renouvelable. Et donc, en réalité, effectivement, c'est tout à fait intéressant, c'est que en fait, le gouvernement français, Emmanuel Macron et Agnès Pannier-Runacher sont très clairement pro-nucléaire. Là, je crois que c'est lancé. J'ai assisté à des réunions où Framatome et Orano expliquent qu'ils sont en train d'engager beaucoup de monde, etc. Donc ça, la machine est lancée. Par contre, pour moi, l'éolien, c'est le caillou dans la chaussure du nucléaire. C'est-à-dire qu'en fait, on doit arrêter l'éolien définitivement pour vraiment percevoir un grand plan Mesmer 2 qui est la seule voie de salut pour la souveraineté énergétique européenne. Puisque rappelons que l'Europe est dépendante à hauteur de 45% de ses importations d'énergie globalement. Et c'est ça le problème. Alors la France moins, mais l'Europe, dans son ensemble, est très dépendante de ses importations. Merci Monsieur Bouglet pour toutes ces réponses. On est un peu frustré parce qu'on aurait bien aimé vous poser plus de questions, mais avec le retard qu'on a... Allez-y, j'ai le temps. Alors, le truc, c'est que malheureusement, on a le repas qui est en train de chauffer et on a aussi une conférence qui suit avec Monsieur Bessonnet, qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous aussi ce soir. Et on ne veut pas malheureusement trop décaler Monsieur Bessonnet pour pas le mettre en retard sur son programme. Donc, écoutez, on vous remercie beaucoup pour cette conférence très intéressante, pour ces échanges. On est enthousiaste de poursuivre le travail sur cette question, de lire vos livres pour avoir une approche réellement politique de la question, offrir une énergie abondante pour tous. Il n'y a pas de quatrième question, c'est ça? Il n'y a pas de quatrième question. Enfin, il y en a plusieurs, mais le problème c'est qu'on n'a pas le temps de les poser pour des questions. Il n'y en a pas une petite dernière pour le. Allez, une petite dernière. Allez, une petite dernière pour faire durer le plaisir un petit peu, mais il faudra qu'on. Je vais répondre vite. Ça marche. Je suis bavard. Merci, Monsieur Bouglet. Oui, alors ça tombe bien parce qu'elle est très rapide en fait. Là, on a parlé du nucléaire et de l'éolien. Vous avez évoqué aussi le solaire, qui pose aussi des problèmes effectivement en termes d'émissions de carbone et qui n'est pas une énergie renouvelable dont on peut considérer qu'elle est vertueuse.
Est-ce que, si on parle de souveraineté énergétique de la France, qu'est-ce que vous pensez du potentiel que pourraient représenter des ressources énergétiques locales, c'est-à-dire qui sont liées au territoire français? Je pense par exemple au littoral qu'on a avec des usines marémotrices. Je pense à l'énergie géothermique qui permet quand même de régler de plus en plus dans certaines régions où il y a une ressource importante en géothermie. Est-ce que miser tout sur le nucléaire, c'est ce que j'ai entendu, et ne pas se laisser la possibilité d'ouvrir à des types d'énergie qui sont propres au territoire français et qui ne dépendent pas de stratégie géopolitique, ça vous paraît être possible techniquement et intéressant politiquement? Alors, c'est une question passionnante parce que elle soulève le problème que j'ai identifié, qui est la confusion qu'il y a entre produire de l'énergie de manière massive pour un pays qui peut avoir besoin de construire des chars, des avions à l'heure de la guerre. C'est-à-dire que on confond tout dans notre monde. C'est sûr que c'est pas les éoliennes qui vont permettre de construire des chars, hein, ou du matériel militaire. Donc, en réalité, on a besoin, nos industries, nos entreprises chimiques ont besoin d'électricité en quantité industrielle. Industrielle. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'engrais, parce que l'engrais va assurer notre souveraineté agricole. D'ailleurs, l'explosion du prix de l'électricité a beaucoup d'impact sur la filière agricole. C'est très, très dangereux pour notre souveraineté agricole et alimentaire. Bon, passons. Donc, votre question, en réalité, elle est de la différence qu'il y a entre les comportements individuels et le comportement global d'un pays. Bien sûr que, à titre individuel, il faut permettre la possibilité d'être auto-suffisant dans son électricité, qui peut passer par la géothermie, par même des panneaux solaires, mais c'est pas très souverain parce que les panneaux solaires viennent de Chine, ou en utilisant des moyens de production électrique individuels. Mais remarquez que lorsque les Français veulent développer des petits barrages individuels dans de l'hydroélectricité, France Nature Environnement et toutes les associations environnementales luttent contre les barrages. Vous vous rendez compte que les mêmes associations antinucléaires font en sorte de lutter en France contre les barrages. Dès que vous êtes un particulier qui crée un barrage sur une rivière, etc., vous en avez la possibilité, eh bien, vous avez des actions en justice de ces mêmes associations environnementales pro-éoliennes qui veulent empêcher le développement des barrages individuels ou du nucléaire. C'est les mêmes réseaux. Donc, oui, pour répondre rapidement à votre question, oui, il faut permettre la géothermie, évidemment, il faut permettre la mer, je suis un peu plus comment dire prudent parce que le barrage marémotrice a montré son. Alors, il y a effectivement les mouvements marins permettent avec la marée d'avoir un facteur de charge très intéressant avec les hydroliennes, par exemple, des éoliennes placées dans la mer. Mais la mer, c'est un sujet très passionnant parce que il y a les problèmes de granulés, il y a granulats, pardon. On voit que un tout petit mètre carré de mer utilisé peut poser vraiment des difficultés. Donc, je dirais que le bloc de production électrique qui doit se faire par du nucléaire, et ensuite dans le comportement individuel, si une personne veut trouver un moyen qui ne pose pas de problème pour assurer son électricité, son eau chaude, etc., par des moyens alternatifs, eh bien, effectivement, il faut promouvoir ce point-là. Mais c'est vraiment la distinction de la production électrique de masse, et c'est à ça que sert le nucléaire, de la production individuelle qu'il faut favoriser par des moyens alternatifs. Voilà, tout simplement. Et justement, la grande confusion qui existe, c'est qu'on veut nous faire croire que des comportements individuels comme des éoliennes ou comme des panneaux solaires qui pourraient être installés sur des hangars agricoles pourraient permettre d'assurer tout le mix électrique. Mais non, en réalité, les gens qui veulent que la France installe des éoliennes et des panneaux solaires,
c'est en fait pour handicaper la France dans son système industriel. C'est pour nous mettre des pieds de plomb, vous comprenez? C'est ça l'enjeu géopolitique. Il y a des pays qui souhaitent détruire notre souveraineté énergétique en nous obligeant à installer des systèmes non performants. C'est tout simplement du sabotage. Et ça, c'est la géopolitique. Et ensuite, dans le comportement individuel, ben ça, c'est individuel. Voilà, chacun, dans la mesure où ça ne cause pas de préjudice à autrui, peut utiliser des moyens alternatifs. Oui, tout à fait. Voilà. C'était une très bonne question. Merci Fabien Bouglet, et puis on sera très heureux de poursuivre ce combat vers la souveraineté énergétique de la France avec vous.